Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. On entend la voix de Coldplay en arrière, des images comme ça qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Deux amants qui se sont fait prendre la main dans le sac, apparemment, par cette caméra qu'on appelle en anglais Kiss Cam, la caméra bisou. C'était lors d'un spectacle du groupe Coldplay au Massachusetts. On en parle avec Louis Aucoin, président et stratège principal Aucoin Stratégie et Communication. Bonjour. Oui, bonjour. Impossible de manquer ces images-là. Partout, c'est partout sur nos fils. Pouvez-vous nous résumer exactement ce qui s'est passé avant que ça devienne viral comme ça sur les réseaux sociaux? Oui, bien, je souris parce que c'est une situation que personne ne veut vivre, mais en fait, où ça arrive, c'est mercredi soir. Donc, au spectacle de Coldplay, ça se passe au Stade des Patriotes en Nouvelle-Angleterre. Donc, pour vous dire, c'est plus grand que le Stade olympique. Il y a 70 000 personnes. Ouais. Donc, on pense être anonyme dans cette foule-là. Et ça inclut ce couple-là, donc qui est enlacé, qui va être pris par la Kiss Cam, qui va être filmé et qui va être... on s'attend à un baiser, mais les deux personnes se cachent de la caméra. Ouais. Et même le chanteur Chris Martin va dire, bien, ou bien c'est un couple infidèle, ou bien c'est des gens très... qui ont beaucoup de pudeur. Ils sont gênés, non, mais c'est pas c'est n'importe ça. qui. Ouais. Mais oui, c'est ça. Ce monsieur-là, c'est quand même Andy Barron, c'est le PDG de l'entreprise Astronomer. C'est pas nécessairement connu du public, mais c'est une entreprise en nouvelles technologies qui fait une espèce de logiciel de gestion de données qui est utilisé par Apple et plein d'autres entreprises. Une entreprise technologique qui a une croissance de 300 par année, qui vaut à peu près 1 milliard. C'est très, très gros. Ça va très, très vite. Il y a beaucoup d'investisseurs privés là-dedans. C'est pas une entreprise en bourse. Et la personne dans ses bras, c'est Mme Kristen Cabot, qui est la directrice des ressources humaines de l'entreprise. Donc, le problème qu'on a à ce moment-là, c'est que ces deux personnes-là doivent incarner et faire respecter les valeurs de l'entreprise. Et là, donc, point de vue éthique, on avait un problème. Donc, il y a plusieurs questions qui se posent. Entre autres, vous avez dit, bon, 70 000 personnes, on a l'impression d'être anonyme quand même dans ce genre de foule, mais en allant dans un concert comme ça, on accepte d'emblée d'être filmé. Oui, mais on pense de plus en plus que les gens n'ont pas le droit de nous prendre en photo si on n'a pas consenti, etc. C'est pas vrai, ça. Donc, si on vous prend en photo dans un concert, vous n'êtes pas normalement l'objet de la photo. On veut prendre la vedette en photo. Donc, vous êtes considéré par la loi comme un accessoire. Et là, c'est pas un argument juridique que je vous donne, mais généralement, je dirais. Et dans la plupart des concerts, on prend la peine de dire, vous savez, il va y avoir des captations, vous pourriez apparaître dans ces captations-là, puis votre présence fait en sorte que vous acceptez ça. Donc, on prend ces précautions-là de la part des producteurs de spectacles. Mais oui, évidemment, parce que sinon, tout le monde pourrait revenir contre le producteur, donc ça serait un très gros problème. Oui, vous parliez tantôt de la... Oui, allez-y. Peut-être vous dire, c'est qu'on se pense vraiment, vraiment totalement anonyme et tout le monde prend ça avec un petit sourire. C'est cet avertissement-là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans un spectacle qui est un peu disgracieux? Pas seulement ce qu'on a vu là, mais plein de choses parfois. Donc, il faut penser qu'on peut toujours être filmé durant le spectacle, ne serait-ce que par le voisin de notre siège. Oui, c'est ça, exactement. Quelqu'un qui filme et on vous voit en arrière-plan dans une publication sur Facebook qui ne nous vise pas nécessairement. C'est vraiment un bon point que vous soulevez. Donc, vous parliez de la notoriété de ces gens-là, l'entreprise en question pour lesquelles les personnes travaillent. Il y aura quand même une campagne peut-être de communication à faire pour limiter les dégâts. Vous leur conseilleriez quoi? Là, on a un manquement à l'éthique, on va dire ça comme ça, ou en tout cas apparemment. Puis, ce manquement-là survient au sommet de la direction de l'entreprise. C'est là qu'est le problème parce que peut-être que ça cache d'autres manquements à l'éthique. C'est la question que les investisseurs vont se poser. Et il y a beaucoup d'investisseurs, mais pas seulement les investisseurs, il y a beaucoup de public à qui parler. Il y a les bailleurs de fonds, c'est vrai, les grands fonds, les actionnaires privés, mais le conseil d'administration, les employés, les fournisseurs, les clients, et là, j'exclus toute la sphère privée autour de ça. Donc, et pour le moment, la stratégie qui a été prise par l'entreprise, ça a été de fermer, et par les personnes, de fermer les comptes de réseaux sociaux, puis de se regrouper, puis manifestement, on prépare une réponse. Cette réponse-là, il va falloir que l'entreprise se dissocie du comportement de ses employés-là, réaffirme ses valeurs. Et puis, le CEO, le président de l'entreprise va devoir s'adresser à tout le moins aux employés, disons, régler la sphère privée, mais
s'adresser aux employés parce qu'on ne peut pas avoir ce comportement-là comme dirigeant d'entreprise, puis ensuite exiger des employés une conformité à une série de normes. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est ça ou c'est la démission. Oui. Et l'autre aspect sur lequel je voudrais vous entendre, l'histoire a fasciné beaucoup de gens. Là. Il y a des gens qui sont allés sur les médias sociaux, qui ont retracé l'identité des personnes, leur emploi. On a scruté, par exemple, les photos, le profil personnel. On est allé voir si ces gens-là avaient une famille, s'il y avait des enfants. C'est allé quand même assez loin et rapidement. Donc, ça nous rappelle que tout ce qu'on met sur les médias sociaux, bien, c'est accessible au public. Ça rappelle aussi qu'il faut être prudent avec ce qu'on publie. Et j'ai l'impression qu'on l'oublie peut-être un peu beaucoup. Dans ce cas-là, c'est extrêmement... ça attire beaucoup les regards parce que l'image est tellement claire, les gens ont tellement l'air mal pris, bon, etc. Donc, on ne peut pas supposer au-delà de ce qu'on voit, mais ce qu'on voit semble assez clair. Donc, et le meilleur conseil que je peux donner à tout le monde, c'est même surtout durant les vacances qui commencent, c'est imaginez-vous que vous êtes une personnalité publique. Puis dites-vous que tout le monde vous regarde. Puis là, essayez de vous comporter comme ça. Ou demandez-vous si ce que vous faites, vous voudriez que vos enfants voient ça, vos parents voient ça, qui que vous soyez. Donc, je pense que les médias sociaux nous amènent à une forme pas de censure, mais quand même de réflexion, à tout le moins, en public. Oui, au choix des paroles, au choix de la manière de se comporter, puis à l'étiquette en général. Parce qu'on voit les conséquences que ça peut avoir et on n'excuse absolument rien, on présume là, aussi de ce qui s'est passé, mais tout de même, on voit à quel point ça peut aller loin dans ce genre de situation-là. Merci beaucoup, Louis Aucoin, d'être venu nous en parler cet après-midi. Merci de l'invitation. Au revoir.